Bonjour et bienvenue au musée Lambinet. Je vais vous parler aujourd'hui du Versailles de la Belle Époque. À quoi ressemblait la ville à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Je le ferai à travers différents thèmes que j'illustrerai avec des œuvres et des cartes postales de la collection du musée. Pour commencer, allons donc faire un tour dans le Versailles de 1880. En 1880, Versailles est une ville paisible et presque déserte. Pourtant, elle ne l'a pas toujours été et a connu de nombreux bouleversements historiques. En 1880, Versailles garde encore le douloureux souvenir de l'arrivée des armées prussiennes qui étaient venues s'installer 10 ans plus tôt, après la défaite de Napoléon III à Sedan. Suite à cet épisode contemporain de la Commune de Paris, le gouvernement français vient s'installer à Versailles pour fuir le soulèvement de la capitale le 10 mai 1871. De 1871 à 1879, Versailles redevient donc la capitale de la France. Le président de la République s'installe dans l'hôtel de la préfecture avenue de Paris, tandis que l'Assemblée nationale est installée dans la salle de l'Opéra du château. L'hôtel de la préfecture sera la résidence de 3 présidents de la République successifs, Adolphe Thiers, Patrice de MacMahon et Jules Grévy. En 1870, quand Adolphe Thiers s'installe à Versailles, il fait passer la population versaillaise de 44 000 à 70 000. Tandis que le pouvoir exécutif siège à l'hôtel de la préfecture, le pouvoir législatif s'installe dans la salle de l'Opéra du Château, rue des Réservoirs. Le 30 mai 1875, la foule se presse devant l'entrée de l'Opéra, où le Parlement adopte le fameux amendement Wallon. Cet amendement qui fait entrer le mot République dans la Constitution. Versailles, après avoir été le berceau de la liberté, devient donc le berceau de la République. Un hémicycle est construit la même année dans l'aile du midi du château par Edmond de Joly, qui accueillera la Chambre des députés, tandis que le Sénat continuera de siéger à l'Opéra rue des Réservoirs. Les présidents de la République y seront élus jusqu'en 1958. Après le départ du gouvernement en 1879, Versailles est subitement plongée dans le calme. De nombreux témoignages à l'époque décrivent la ville comme presque déserte avec quelques rares passants. Il faut dire que son découpage en grandes artères larges et grandioses, conçu par le roi Soleil, était plutôt destiné à être le théâtre de la pompe royale. Ces espaces immenses que sont la place d'Armes, l'avenue de Paris, plus larges que les Champs-Élysées, les avenues de Saint-Cloud et de Sceaux, servent surtout d'écrin au château et paraissent démesurés. Versailles est plus animé l'été quand les Parisiens viennent prendre un peu de repos. Quelques fiacres trottinent, ils sont rares, quelques voitures de livraison, des carrioles, quelques dames en jupe longue, grands chapeaux et ombrelles. Autour de 1900, la carte postale est un extraordinaire moyen de communication. C'est en 1872 que la Poste française est autorisée à fabriquer et à vendre des cartes postales, et en 1877, ce sera le tour d'entreprises individuelles de reprendre le flambeau. La première diffusion importante en France d'une carte illustrée diffusée à 300 000 exemplaires date de 1889 à l'occasion de l'exposition universelle. Elle représente la Tour Eiffel. Bien sûr, Versailles n'échappe pas à ce phénomène de mode et c'est la statue de Hoche qui est la plus reproduite. La place au milieu de laquelle elle se trouve s'appelait Place Dauphine à l'origine et elle a été fondée en 1672. Elle prend son nom actuel lors de l'inauguration de 1832 d'une statue qui représentait le général assis drapé à l'antique. Cette statue déçut tellement l'épouse du général qu'elle fut rapidement enlevée et remplacée par celle du sculpteur Lemaire en 1836. Celle-ci est en bronze et représente Lazare Hoche à l'âge de 25 ans. Les quartiers, les monuments, les marchés, les commerces, les métiers, rien n'échappe aux photographes pour l'édition des cartes postales et tous les thèmes sont abordés. Ici, une vue de la place Hoche colorisée. De la place Hoche part le rue du même nom pour aboutir à la façade classique de l'église Notre-Dame, selon un schéma et une perspective créés par Jules Hardouin-Mansart. Remarquez ici les colonnes Maurice de part et d'autre de la façade, qui depuis 1868 fleurissent un peu partout en Île-de-France et assurent la promotion des spectacles. Voici une vue du marché Notre-Dame. Ce marché existe depuis le règne de Louis XIII. Les halles couvertes datent de 1842. Elles ont été construites par l'architecte Poitevin. En 1871, avec l'installation du gouvernement provisoire à Versailles, le marché devient un des plus actifs de France. Les halles seront à nouveau rénovées en 1900.
L'activité de la ville se concentre essentiellement sur le quartier Notre-Dame, recherché par les commerçants, les fonctionnaires, les magistrats, les banquiers. Ici, une photo de la Caisse d'épargne. Ce bâtiment a été construit en 1908. Les anciens immigrés, eux, préfèrent la solitude du quartier Saint-Louis, à l'ombre de l'église devenue cathédrale en 1802 et consacrée en 1843. Ici l'intérieur de l'église Saint-Louis, la rue de Satori. On considère alors Montreuil et le quartier des Prés comme de lointaines banlieues. La ville doit sans cesse s'adapter pour faire face aux nombreux changements de l'histoire que l'histoire lui a imposés. Des maires tels qu'Édouard Lefebvre ou Vidrémilly, pour ne citer qu'eux, modernisent la ville. La physionomie de la ville change. Elle se modernise et s'ouvre au progrès galopant de l'industrie, complète ses équipements, ouvre des rues, crée de nouveaux quartiers. La ville se dote également de nouveaux bâtiments, plus modernes, mieux adaptés aux nouvelles exigences administratives. L'hôtel de ville, le palais de justice, la préfecture. La municipalité était trop à l'étroit dans l'ancien hôtel du Grand Maître ou hôtel de Conti. Il avait déjà été restauré en 1823, mais ces transformations ne suffirent pas. On décide alors d'un concours en 1897 pour l'édification d'un nouvel hôtel de ville par l'architecte Henri le Grand. Inauguré en 1900 et de style Renaissance néo-Louis XIII, il n'est en rien conforme par son volume et sa hauteur aux règles fixées par Mansart pour les maisons de la ville royale qui ne devaient pas dépasser la hauteur du château. Le nouvel hôtel de ville conserve cette aile plus basse qui longe l'actuelle avenue du Général de Gaulle et que vous apercevez ici à droite de l'image et qui correspond à l'ancien hôtel du Grand Maître dont on a conservé les boiseries et décors réinstallés dans le nouveau bâtiment le long de l'avenue de Paris. Comme vous le voyez sur ces photos, à l'origine, le bâtiment était surmonté d'un campanile. Celui-ci a été détruit en 1945 car il était jugé trop haut. Le nouveau palais de justice que vous apercevez ici fut construit à l'emplacement de l'ancien hôtel du Grand Veneur, qui était symétriquement opposé à l'hôtel du Grand Maître, actuel hôtel de ville, et qui fut le siège des juridictions versaillaises entre 1800 et 1887. L'ancien bâtiment avait été augmenté de bâtiments annexes au cours du XIXe. Mais ces locaux ne suffisant pas, un nouveau fut construit en 1890, celui que vous apercevez, par l'architecte de la ville Albert Petit. De retentissants procès s'y tiendront, comme le procès d'Émile Zola en juillet 1898, dans le cadre de l'affaire Dreyfus, mais aussi celui de Landru et de Weidmann. Voici une autre vue du palais de justice. Ici la place André Mignot. La préfecture avait été édifiée bien avant les deux bâtiments dont je viens de vous parler, en 1861, à l'emplacement de l'ancien chenil du roi, et dont la démolition a permis la construction d'un bâtiment mieux adapté aux besoins de l'administration du département de Seine-et-Oise. Les travaux commencèrent en 1864 sur les plans de l'architecte versaillais Amédée Manuel et son inauguration eut lieu en juin 1867. Le 5 octobre 1870, le roi de Prusse y installait son quartier général. La préfecture fut occupée par les Prussiens jusqu'au 7 mars 1871. Quelques jours plus tard, Adolphe Thiers, fuyant Paris insurgé, s'installait dans l'aile gauche avec sa famille. Le préfet y retrouva ses services en 1880, suite au départ du gouvernement. En plus de nouveaux bâtiments, la ville se dote de voies nouvelles qui favorisent la communication. Ici, vous apercevez le carrefour Montreuil. Le quartier Montreuil se modernise avec la construction de maisons en meulière par Léon Bachelin autour de 1900, notamment le long du boulevard de la République qui est ouvert en 1881. Malgré tout, le village de Montreuil, rattaché à la ville depuis 1787, continue sa vocation horticole. On y voit des pépiniéristes, des maraîchers, mais aussi des blanchisseurs. Certaines rues y ont encore l'allure de chemins de campagne. Au-delà de la ville, les banlieues pavillonnaires dans les quartiers se sont développées, en partie à Clagny et à Glatigny. Ici, le square Jean Houdon, ancien square du Plessis, est un pôle d'accès et d'articulation avec le nouveau quartier de Clagny. Le quartier de Clagny se modifie également avec le tracé de la rue Albert Joly en 1884. L'église Sainte-Jeanne d'Arc est construite un peu plus tard,
entre 1923 et 1926 par l'architecte Albert Gilbert et elle dessert la nouvelle paroisse qui accompagne le développement du quartier de Clagny. La place La Boulée est reconfigurée à partir de l'ancien chemin de Glatigny et elle devient le terminus de la ligne des tramways urbains. De nombreuses maisons de villégiature, des pavillons de meulières sont construits dans ce quartier, surtout pour des Parisiens. Par exemple ici, le château de Lamay. Parlons maintenant des transports. Versailles a toujours été bien desservie. Déjà à partir de 1664, apparaissait pour la première fois une entreprise de voitures chargée du transport des personnes entre le lieu de résidence du roi et Paris. Elle disposait alors de carrosses, de coches, de chaises à deux roues. Avec l'installation de Louis XIV à Versailles, Versailles connaît l'affluence. Naissent alors les chaises bleues à porteurs et pour les trajets plus lointains, les carrosses de place. Tous ces transports disparaîtront en 1790. Au XIXe siècle, les gondoles parisiennes, comme celle que vous apercevez ici sur ce tableau de la Rousière et qui représente la rue Colbert, ces gondoles parisiennes, je disais donc, sont de grosses voitures, souvent à 4 chevaux, et elles partent toutes les demi-heures de la place d'Armes pour rejoindre la rue de Rivoli. D'autres directions seront aussi desservies, Saint-Cyr, Rambouillet et Saint-Germain. Grâce au développement des moyens de transport, Versailles, grande ville de banlieue, reste un but de promenade pour les Parisiens et un lieu de résidence agréable. Comme on peut le voir sur cette petite huile sur toile d'Alexandre Auguste Baudran, les premiers tramways fonctionnent par traction animale. Ce sont les tramways dits hippomobiles. La première ligne reliait Sèvres à Versailles et elle fut mise en service en 1857. Ses bureaux et ses écuries occupaient les dépendances de l'ancien hôtel du Grand Maître, actuel hôtel de ville, et la plaque tournante se trouvait place d'Armes. La Compagnie générale des omnibus de Paris en reprit la gestion et forma la ligne Louvre-Versailles en passant par Sèvres. Le parcours durait alors 1 heure et quart entre Versailles et Paris, desservant au passage Viroflay, Chaville, Sèvres et Boulogne. Sur cette toile d'Auguste Baudran, on aperçoit la grille d'octroi de l'avenue de Paris. Au XIXe siècle, il y avait 19 grilles d'octroi à Versailles, dont 12 avec des bureaux d'octroi. Ici, une superbe vue de la rue de la Paroisse, à l'intersection de la rue Hoche. En 1895, la ville procède à l'électrification des tramways. Le concessionnaire installe à Porchefontaine une usine pour le fonctionnement des tramways et l'éclairage électrique de la ville. Vers 1900, le réseau versaillais comprenait 6 lignes. Les caissons des premiers tramways électriques étaient peints en jaune et portaient l'écusson de la ville. Plus tard, des bleus remplacèrent les jaunes. Dès 1937, on commença à remplacer les tramways par les autobus. Voici la station de l'avenue de Sceaux. Derrière les kiosques, on aperçoit le square Barascude. Ici, 3 messieurs en canotier attendent leur tramway sur la place d'Armes. Le grand événement du transport à Versailles demeure l'enterrement des tramways, en mars 1957. Les tramways disparaissaient après un siècle de bons et loyaux services. En plus des lignes de tramway, Versailles se dote de plusieurs gares. Ici, sur la photo, vous reconnaissez la gare Rive Droite. L'inauguration du chemin de fer de la gare Rive Droite a lieu le 2 août 1839. Il a été inauguré par le duc d'Orléans. Le train reliait Versailles à la gare Saint-Lazare. Déjà, le café de la gare, appelé le café anglais, anime la rue du Plessis. Ici, une autre vue de la rue du Plessis. En 1840, c'est au tour de la mise en usage de la ligne de la gare Rive Gauche qui relie Versailles à Paris Invalide. Là, vous apercevez le quai de la gare Rive Gauche et le café de la gare, appelé le terminus. En 1849, la gare des Chantiers relie Montparnasse à la Bretagne en passant par Versailles. Sur les cartes postales, la gare de style art déco est photographiée après sa rénovation en 1932. Construite par André Ventre, c'était la plus moderne et la plus luxueuse des gares de France. Ici, le hall de la gare. Versailles est une ville de garnison.
En créant Versailles, Louis XIV ne voulait pas seulement une ville autour de son château, mais également il voulait en faire le siège de ses armées, afin de pouvoir lui-même suivre les manœuvres de ses soldats dont il était le chef. Louis XIV impose de constantes parades sur l'immense place d'armes. Ses successeurs ne changeront rien à cet état militaire, jusqu'à Napoléon III, qui y installe de nouveaux régiments, crée des manèges, transforme de nombreuses écuries en casernes, comme les anciennes écuries de Madame du Barry par exemple, et que vous apercevez ici, qui avait été rachetée par le comte de Provence, futur Louis XVIII, devenue une caserne sous Napoléon III. Ici, caserne du 32e régiment des dragons. C'est aussi au Second Empire qu'est installé un nouveau cantonnement militaire à Satory. À la fin du XIXe et au début du XXe, Versailles change encore de physionomie et devient une garnison de réserve et d'enseignement militaire. Lorsqu'éclate la Première Guerre, le nombre de soldats en ville est certainement l'un des plus importants de l'histoire. Plus de 50 000 hommes y sont mobilisés. Des régiments de cavalerie, des régiments d'artillerie, des régiments du génie, des aérostiers, un escadron du train. La mobilisation de Versailles fut alors la plus importante mobilisation réalisée dans une ville de France. En cette fin du XIXe, l'atmosphère militaire imprègne la ville. Les habitants regardent passer les cavaliers se rendant au manège de la petite écurie. Entre l'allée des matelots et la pièce d'eau des Suisses, un vaste terrain militaire abrite le parc à ballons, utilisé par l'aérostation militaire. L'aérostation disparaîtra au moment de la guerre de 1939. Le camp de Satory devient le campement et le terrain de manœuvre et d'expériences aéronautiques, avec les aérostiers, mais surtout les premiers essais de vol. Ce sont les 12 et 14 octobre 1897 que Clément Ader y avait fait ses premières tentatives aéronautiques. Ici, la pause café sur la place d'Armes. Mi-novembre avait lieu l'incorporation des recrues, qui devaient marcher au pas, faire demi-tour, s'initier à porter le fusil sur la place d'Armes. On entend des tambours, des clairons, des troupes de la garnison. Les musiciens regagnaient leur caserne, escortés par de nombreux enfants. Ici, le pavillon Barascude. À la Belle Époque, c'est le lieu de rendez-vous des adeptes de la musique militaire. Il porte le nom d'un donateur qui souhaitait la construction d'une salle pour les concerts publics donnés par les régiments. La rotonde Barascude fut beaucoup critiquée pour les tornades de vent qui s'y engouffraient. Elle fut finalement détruite en 1930. Dans le parc, par ailleurs, tous les dimanches, la musique du premier génie, composée de jeunes élèves du Conservatoire de Paris, qui faisaient leur service militaire dans ce régiment, donnait jusqu'en 1914 un concert très goûté des Versaillais. Mais parlons à présent de l'atmosphère festive qui règne à Versailles à la Belle Époque. Ici, vous avez un dessin qui représente la fête Hoche. Les Versaillais ont toujours aimé les fêtes. De nombreuses fêtes sont célébrées, religieuses ou séculières. Par exemple, ici, comme vous le voyez, la fête de la Sainte Hoche, qui fêtait l'anniversaire de la naissance du général. Dès la veille au soir, la maison natale était illuminée. Le lendemain matin, des troupes se rassemblaient sur la place d'Armes et défilaient devant la statue. En 1889, l'exposition universelle de Paris attire de nombreux visiteurs à Versailles et elle coïncide avec les fêtes du centenaire de la Révolution. 81 000 visiteurs se rendent à Versailles, berceau de la liberté. Le 5 mai, jour anniversaire des États généraux, le président Carnot inaugure le bassin de Neptune restauré, assisté des membres du gouvernement, comme vous le voyez sur cette reproduction. Le parc reste le grand centre d'attraction des Versaillais, mais aussi des visiteurs. En juin 1891, c'est la réouverture du petit théâtre de Marie-Antoinette qui est l'attraction. Y est représenté le devin de village de Jean-Jacques Rousseau. En plus des régates sur le Grand Canal, des expositions florales, des concerts, les visiteurs peuvent aussi assister aux grandes eaux. La guerre de 1870 avait interrompu le déroulement des fêtes de nuit et des grandes eaux, mais la Société des fêtes versaillaises en reprit l'organisation en 1873. En 1900, on assiste à l'illumination électrique des bassins. 87 000 personnes assistent à ce spectacle, qui rencontra un immense succès. Le dimanche, une foule élégante se presse dans les allées et sur le tapis vert pour profiter du spectacle incomparable de ces grandes eaux et terminer la journée en barque sur le Grand Canal. Ici, une photo du bassin de la Tône.
Du haut de l'orangerie, grandes robes et canotiers contemplent quelques instants la multitude de pêcheurs qui jettent les cannes en bambou autour de la pièce d'eau des Suisses. Là, il s'agit d'une affiche publicitaire pour le grand magasin à la ville de Versailles, qui occupe le coin de l'avenue de Paris et de la rue du Maréchal Foch. Cette affiche figure dans l'exposition Versailles, Muse des artistes au XXe siècle que le musée a organisée. J'ai choisi de la mettre ici parce qu'elle illustre bien le caractère festif de la ville. Parmi les fêtes, il y a celles qui sont organisées à l'occasion de la visite de souverains. Versailles reste en effet un passage obligé pour tout souverain en visite en France. Louis XIV avait éprouvé une grande fierté à faire découvrir aux monarques en visite la magnificence de son palais et la bonne manière de visiter les jardins de Versailles. Quand le château tombe dans le giron de la République, il conserve son immense attrait pour tous les souverains en visite, et Versailles est une étape incontournable dans tout programme. Au XIXe, Versailles reste donc le théâtre de grandes cérémonies, avec la visite de princes qui donne lieu à chaque fois à de grandes fêtes et parades. Le musée dispose de très beaux témoignages du passage du jeune roi d'Espagne, Alphonse XIII, en 1905, à travers une série de cartes postales qui témoignent de la persistance de Versailles à rester un lieu de pouvoir et de représentation. Ici, une vue de l'avenue de Paris, le public qui est en attente du cortège. Là, à gauche, une vue de la vue royale pavoisée. À droite, l'attente du cortège toujours, avec une vue sur le château et un portrait du jeune roi en haut de la carte postale. Le roi et le président Émile Loubet dans leur carrosse. L'attente du cortège avenue de Paris. Le service d'ordre dans la cour d'honneur. De nombreuses visites vont avoir lieu. En août 1900, la visite du Shah de Perse. En 1903, la visite du roi d'Italie, d'Oscar II de Suède, du roi de Siam. Mais c'est certainement la visite des souverains norvégiens en 1907 qui resta dans les mémoires. Le carrosse dans lequel Madame Fallières et la reine Maude étaient installées manqua le virage au petit pont à Trianon et ces dames tombèrent à l'eau avec tout l'équipage et les chevaux. Ces dames eurent plus de peur que de mal, mais il fallut hélas sacrifier un cheval blessé. Beaucoup d'émotions ce jour-là. Passons maintenant à la vie artistique et mondaine. Il est vrai que Versailles exerçait une attraction sans pareille chez les gens de lettres et les artistes, tous désireux de retrouver l'esprit XVIIIe. À la fois nostalgique et fasciné par cette période, il souhaitait faire revivre le raffinement des fêtes, en retrouver l'atmosphère, faire revivre la splendeur des décors et des jardins. Dès la seconde moitié du XIXe, les artistes sont nombreux à venir s'installer à Versailles. De nombreuses figures littéraires et artistiques ont un choc pour la ville. Du coup, des hôtels chics vont se créer en ville. Tout d'abord, l'hôtel des Réservoirs. Il fait partie de ces lieux qui accueillirent une partie de ces visiteurs prestigieux. L'origine de cet hôtel est prestigieuse. Il se situe à l'emplacement d'un petit hôtel construit par Jean Caïto pour Madame de Pompadour. Monsieur Grosseuvre l'avait acheté en 1866 et en avait fait avec son fils un établissement de réputation internationale. Ils achetèrent l'immeuble voisin et en firent l'hôtel des Réservoirs. Le bâtiment, qui avait conservé son décor XVIIIe, a été surélevé au début du XXe siècle, comme on peut l'apercevoir sur cette photo. Ce qui fit le succès de cet établissement, c'était d'abord la proximité avec le château. Il n'était séparé du château que par l'aile nord de celui-ci, par seulement les réservoirs qui alimentaient fontaines et bassins dans le parc. Les fenêtres côté parc donnaient sur le bassin de Neptune. Et d'autre part, deux accès permettaient aux clients d'aller directement dans le parc. De nombreuses personnalités artistiques y séjournèrent, comme Marcel Proust qui trouva refuge d'août à décembre 1906. L'établissement avait été recommandé par le musicien Reynaldo Hahn qui venait s'y reposer. Proust y séjourna en 1908 également, où il continuait de travailler à la recherche du temps perdu.
Dans la recherche, la ville imaginaire d'Oncière évoque plusieurs villes, dont Versailles, ville de garnison et de brouillard et de tramway. Mais Proust affectionne surtout la nostalgie qui se dégage du parc, en particulier en automne, ce qu'évoque ici très bien ce dessin de Lucien Lévy-Dermeur, qui représente le parc du château. Par ailleurs, de nombreuses réceptions ont lieu dans cet hôtel, en particulier de nombreux concerts. Par exemple, un concert du célèbre violoncelliste virtuose Schnecklude, qui avait eu lieu le 8 mars 1895 et qui réunissait des artistes proches de Georges Lacombe, comme Paul Sérusier par exemple. Il joua avec Pierre Monteux, devenu un chef d'orchestre célèbre, et Gabrielle Wenger, qui était la future belle-mère de Georges Lacombe. Parmi les autres personnalités qui ont fréquenté l'hôtel, Jules Massenet, qui conçut une grande partie de son Werther. Ici, une carte postale écrite, une carte postale de l'hôtel. L'hôtel des Réservoirs fut véritablement un lieu d'inspiration, de rencontre et de repos. Ici, le théâtre Montansier, qui était mitoyen de l'hôtel. Ce théâtre a été racheté par la ville en 1934 et porte le nom de sa fondatrice depuis 1937. Passons maintenant à un autre hôtel, le Trianon Palace, qui fut un autre foyer de la vie mondaine parisienne, qui s'est concentré dans cet hôtel plus grandiose, situé au 1 boulevard de la Reine, et qui concurrença l'hôtel des Réservoirs. La facilité des transports, la proximité de Paris, le fait que Versailles soit un lieu à la mode et aussi un lieu de repos, tous ces facteurs ont permis la construction de cet hôtel de luxe sur l'initiative d'un groupe d'hommes d'affaires en 1908. Ils commandèrent sa construction à l'architecte René Sergent, sur un terrain anciennement situé à l'emplacement du couvent des Capucins. Il fut inauguré en 1910. En 1910, en même temps que le Trianon Palace, René Sergent construisait l'hôtel de Moïse de Camondo à Paris, devenu en 1935 un musée. Le Trianon Palace est constitué d'un long corps central flanqué de 2 pavillons en saillie, comme vous pouvez le voir sur cette image. Une façade monumentale de 65 mètres de long, le bâtiment est percé de 320 fenêtres et il est haut de 6 étages. Il est de style néoclassique, inspiré de l'époque XVIIIe et surtout de l'architecture de Jacques-Ange Gabriel. La salle à manger mesure 300 mètres carrés. Le style et la décoration de l'hôtel, d'inspiration néoclassique, plaît beaucoup aux clients fortunés de la Belle Époque et rend hommage à l'art du XVIIIe, surtout rend hommage au petit Trianon. René Sergent est aussi l'auteur de l'agrandissement de l'hôtel Savoy à Londres et du Plaza Athénée à Paris et bien d'autres. Les clients sont prestigieux. Parmi eux, à cette époque, on y trouve Rockefeller, Julia Barthé, Sarah Bernard. La célèbre danseuse Isadora Duncan a fait partie des hôtes de marque. Le salon de lecture a servi aux délibérations de la conférence interalliée et aux préliminaires de la paix de la guerre 14-18. Les congrès sous la Troisième République, qui se tiennent dans la salle de l'aile du Midi du château, attirent des parlementaires qui sont suivis du tout Paris. De brillants déjeuners y sont organisés, à l'hôtel des Réservoirs comme au Trianon Palace. Pour l'élection d'Émile Loubet, par exemple, en 1899, 200 personnes déjeunent au premier service et 300 au second. Une riche vie artistique et intellectuelle se développe à Versailles à cette époque. Il y a une prise de conscience de l'urgence à sauver l'exceptionnel patrimoine de la ville. En 1907 est donc créée la Société des Amis de Versailles, dont l'objet est d'aider l'État pour la sauvegarde du domaine de Versailles et pour l'accroissement de ses richesses artistiques. Maintenant, ici Jeanne Epp. Elle a été donc peinte ici par Georges Lacombe, figure mondaine de Versailles, dame extravagante. Elle était l'épouse de Maurice Epp, chirurgien et ami proche de Lacombe. Cette dame tenait salon. Également Gabrielle Wenger, une pianiste de renom. Elle organise des soirées musicales chez elle à Versailles auxquelles participent de nombreux artistes.
Elle commanda à son gendre, Georges Lacombe, une série de fresques décoratives pour sa maison de Versailles du 18 rue de l'Albert-Joly. Malheureusement, ces fresques ont disparu aujourd'hui. Il effectua ce décor avec Paul Sérusier. De nombreux artistes versaillais vont adhérer à d'autres sociétés. Certaines avaient déjà été créées, comme la Société des Amis des Arts, qui organisait chaque année une exposition dans la salle de rez-de-chaussée du château. Georges Lacombe y participe, le Nabi Paul Rançon également, Auguste Rodin, des jeunes talents issus de la cité royale ou non, des artistes locaux, des artistes confirmés. Georges Lacombe est un artiste versaillais, né rue Villeneuve-l'Étang. C'était un homme de lettres, peintre, sculpteur, dont le style est néo-impressionniste à la fin de sa carrière. Il rencontre Paul Sérusier en 1893, qui l'introduit auprès des nabis. Il épouse Marthe Wenger en 1897 et il ira vivre à Alençon. Lacombe était un peintre et sculpteur du courant nabi, mouvement post-impressionniste du XXe siècle. Issu d'une famille aisée, il hérite de ses parents pour le goût des arts. Il rejoindra les nabis qui défend une esthétique nouvelle en réaction à la peinture académique. Et il se tourne vers le néo-impressionnisme avec Theo van Rysselbergh. Lacombe expose régulièrement à Paris, au Salon des Indépendants ou dans les galeries, mais aussi au Salon de Versailles. Ici, un portrait de Marthe Wenger, son épouse. Voici un portrait de Gabriel d'Ituri, ami et secrétaire de Robert de Montesquieu. D'origine argentine et violoniste, il contribue vraiment à faire de Versailles un lieu à la mode. Ce pastel a été exécuté par Louise Brélaud, qui jouissait d'une grande notoriété dans la bonne société parisienne et qui a été une des premières femmes avec Julia Barthé à recevoir la Légion d'honneur. Robert de Montesquieu, l'esthète poète qui habitait une demeure achetée avenue de Paris au numéro 93, dans un hôtel construit par Gazier de Renneville au XVIIIe siècle, il se plaisait à vivre éloigné de Paris. Il renoue avec la vie mondaine en organisant un certain nombre de réceptions où se presse le tout Paris. Une fête célèbre est celle du 30 mai 1894. Un théâtre éphémère est installé dans le parc où se produisent Sarah Bernard, Julia Barthé, Suzanne Reichenberg, toutes trois de la Comédie Française. Au cours de cette fête, où le jeune Léon de la Fosse joue du Bach, du Chopin et du Liszt, Marcel Proust rencontre la grande comtesse Greffule, qui lui inspire le personnage de Madame Guermantes. Montesquieu rassemble aussi d'autres artistes pour des réunions plus simples, littéraires et musicales. S'y retrouvent la Gandara, Paul Valéry, Léon de la Fosse et Le. Des fêtes mondaines et champêtres à but charitable sont aussi données dans le parc du château. Ici, vous apercevez donc l'actrice Julia Barthé. Des fêtes dans le parc du château. Rue d'Angivillers habite le peintre Raymond de Matrazzo, peintre mondain de la haute société parisienne qui appartient à une dynastie d'artistes et d'esthètes, et son art oscille entre innovation et conservatisme, comme on le voit sur cette toile. Il fréquente Marcel Proust et le tout Paris. Sur la photo, il pose dans son atelier du 1 rue d'Angivillers. Une autre figure de la vie mondaine versaillaise est Nathalie Lambinet, épouse de Victor Lambinet, dont le portrait ici est peint par Gustave Boulanger en 1887. Les Lambinet font partie de la grande bourgeoisie qui rêve d'égaler l'ancienne noblesse qui vivait au château au temps des rois. Dernière propriétaire de l'hôtel Lambinet, elle en fit don à la ville de Versailles et il devint musée de la ville à partir de 1932. Ici la vicomtesse de Fontenay, peinte par Laszlo de Lombos, épouse de l'ambassadeur de France, est une figure mondaine de Versailles, célèbre dans de nombreuses cours d'Europe pour sa beauté et son intelligence. Son portrait la représente à l'âge de 43 ans. Sa beauté est conforme à la description de Robert de Montesquieu, fragile et délicate beauté de la vicomtesse, évoquant le XVIIIe siècle. Dans leur hôtel particulier, le couple de Fontenay reçoit un grand nombre de personnalités politiques, des aristocrates, le président Poincaré, le roi Alexandre Ier de Yougoslavie, le roi et la reine de Danemark, la reine Amélie de Portugal. Voici André Sureda, peintre versaillais, orientaliste. Le musée Lambinet possède 600 œuvres de cet artiste. Ce portrait est réalisé par Alice Dick-Dumas, son épouse.
Les familles Madrazo et Sureda vivaient toutes deux à Versailles et toutes deux d'origine espagnole. Elles devaient être liées. Leurs ascendances ne les ont pas incitées à peindre Versailles. Il a illustré 3 ouvrages des frères Tarot, dont Marrakech ou les Seigneurs de l'Atlas. Les frères Tarot étaient versaillais. Ils habitaient rue Royale. C'étaient des écrivains, des grands voyageurs qui gagnèrent le prix Goncourt en 1906. Versailles resta pour Sureda un lieu d'attache. Il mourra à son domicile de la rue d'Anjou en 1930. Henri Le Sidaner est un peintre versaillais post-impressionniste. Il habite rue des Réservoirs et son atelier est situé boulevard de la Reine. Le musée Lambinet conserve un ensemble de 5 toiles de cet artiste, dont je vais vous présenter 2 exemplaires. Ici, une représentation du bosquet de la salle des Marronniers. L'attraction de Versailles sur le Sidaner est une constante dans la vie de cet artiste et l'une de ses principales sources d'inspiration. Il s'était installé à Versailles en 1902 et par la suite il y séjourne surtout l'automne et l'hiver. Le catalogue raisonné du peintre répertorie 97 peintures sur Versailles qui s'échelonneront de 1915 à 1939. En 1906, au Salon, il présente 19 toiles sur Versailles aux heures de l'automne. Ici, le musée Lambinet, peint par Le Sidaner, en 1937. Cette toile donne une vision nostalgique de cet endroit de Versailles qui venait de s'ouvrir au public en 1932. La composition est très symétrique, de part et d'autre de la table, et elle aboutit à la façade XVIIIe siècle. Façade volontairement coupée, créant ainsi un espace clos sans ciel. Tout ceci dans une technique post-impressionniste. Le Sidaner sait saisir les mystérieuses nuances jaunes, orangées et vertes de la saison de l'automne. D'autres figures animent le paysage artistique versaillais, tels que l'artiste Pierre Huvelier. Pierre Huvelier peint ses magnifiques aquarelles autour des années 30. Il est également un peintre orientaliste. Mais il sera très impliqué dans la création du Salon de la Société versaillaise des artistes d'Île-de-France. Né à Versailles en 1891, il est un aquarelliste reconnu de son temps. Ici, sur la gauche, une aquarelle représentant la place d'Armes. À droite, un coin du quartier Saint-Louis. René Aubert est un artiste aux multiples talents. Il est une figure artistique versaillaise, surtout en obtenant la charge de directeur de l'école des beaux-arts de Versailles à partir de 1942. Il a notamment été chargé par le directeur du journal de Versailles de rendre compte du procès Landru qui se tenait au palais de justice en novembre 1921. C'est un grand observateur de la vie versaillaise. Un homme assis sur un banc, remarquable petite esquisse. François d'Albignac est un artiste d'une autre génération parce qu'il est né en 1903. Il illustre ces années de l'entre-deux-guerres. Il est témoin de cette société avide de luxe, de fêtes, de plaisir. Il s'intéresse à de nombreux domaines, dont la mode. Il va devenir chroniqueur de mode et illustrateur. Et il se sert quelquefois de l'architecture des Trianon comme décor classique à ses représentations. Les 2 aquarelles que vous apercevez représentent des femmes qui posent devant le petit Trianon. À gauche, elles sont en tenue d'après-midi, l'une en robe bleue, l'autre en robe imprimée de rayures. L'artiste rend compte de la mode des vêtements qui s'allongent en 1930 et qui font suite aux robes courtes à la garçonne. Le dessin de droite représente une femme assise en tailleur blanc. Ces aquarelles ont été réalisées en 1933. François d'Albignac s'intéresse également à la vie nocturne, l'atmosphère des clubs de jazz et bars et boîtes de nuit. Il réalise en 1926 ce portrait d'une comédienne connue sous le pseudonyme de Jane Marken. Elle a joué dans de nombreux films et pièces de théâtre de Carnet à Renoir. Elle est représentée ici dans son rôle de jeune ingénue dans Chouquette. Chouquette et son as était une pièce de Georges Monca. Ici, une superbe affiche de René Aubert, réalisée en 1937. En 1919, à la fin de la Première Guerre mondiale, Versailles occupe à nouveau le devant de la scène, lorsque les différents traités qui mettent fin à la guerre sont négociés et signés au château lui-même et au Grand Trianon.
Notamment, le 28 juin 1919 a lieu la signature du traité de Versailles dans la galerie des glaces du château. Dans les années 23-32, un industriel américain, John Rockefeller, fait don d'un montant de 23 millions de dollars qui contribue grandement à la restauration du château et du parc, tandis que la décoratrice d'intérieur, Elsie de Wolfe, fait renaître les fastes de Versailles outre-Atlantique. La restitution des splendeurs du palais est surtout due au remarquable travail de revalorisation du château et de son parc par Pierre de Nolac, qui démonte une partie des transformations intervenues sous le règne de Louis-Philippe et recrée les appartements de l'Ancien Régime. Nous terminerons cet exposé sur le Versailles de la Belle Époque par un projet d'affiche pour le musée Lambinet, réalisé par François d'Albignac, à qui la ville commandait régulièrement des affiches publicitaires. Il réalise celle-ci dans un camailleux de jaune et ocre en 1931, probablement à l'occasion de l'ouverture du nouveau musée Lambinet en 1932. Toute cette vie artistique et mondaine, comme nous venons de le voir, témoigne d'un goût pour la tradition, mais reste tournée vers l'avenir. Le goût des fêtes et en même temps la nostalgie d'un passé révolu caractérisent cette période de la Belle Époque. La ville de Versailles, de son côté, tout en se hissant vers la modernité, ne perd jamais de vue son prestigieux passé que tous les artistes, esthètes et passionnés ont fait revivre. Grâce à eux, autour des années 30, le rayonnement de Versailles commence à se faire sentir dans le monde. Voilà, j'espère que ce petit exposé sur le Versailles de la Belle Époque vous a plu et je vous remercie pour votre attention.